Maintenant, parlons du supplément pour les cités de Sigmar, qui va un peu justement apporter des règles pour les anciennes figurines de l'Empire, des nains, des elfes noirs, etc. Qui ont leur propre histoire dans l'âge de Sigmar, leurs propres origines. Ils ont une histoire différente et qui n'est pas forcément similaire justement aux figurines qu'elles utilisent. Enfin, la faction d'origine des figurines qu'elles utilisent. Et elles vont partir légende l'année prochaine. Mais d'ici là, en fait, justement, il y aura des règles jouables jusqu'à la fin de cette version, quoi. Il y en a qui ont l'air sympas, certaines ont l'air sympas, de ce que j'ai un peu bouquiné. D'autres un peu moins. D'autres, c'est un peu en mode... Il y a peut-être un truc à faire avec, mais à voir. Mais ça peut être sympa. En vrai, ça peut être sympa. En tout cas, c'est toujours jouable pour ceux qui ont toujours des figues et qui veulent continuer un peu les jouer dans les cités de Sigmar. Et donc, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a un peu de lore. Il y a un peu de lore sur les cités en elles-mêmes, un peu de lore sur les guildes libres, qui sont ce que les figurines de l'Empire proxy dans AOS. Il y a aussi un peu de lore sur la collégiale des arcanes, qui a un peu l'autorité de magie dans les cités de Sigmar. Les clans des possédés, et il y a un peu de lore aussi sur certains elfes des cités de Sigmar, notamment les fléaux corsaires, les coteries ténébreuses des sorcières de Narkas, et l'ordre Serpentis aussi. Donc on va peut-être lire un peu ça justement, commenter ce lore, voir un peu ce qui arrive à ces micro-factions dans OS en ce moment. Ça pourrait être intéressant. Donc lui déjà, il a pris cher. C'est pas sa journée, lui on le voit. Nous sommes l'ultime bouclier de l'humanité, l'épée de justice qui scintille dans les ténèbres. Nous sommes les loyaux serviteurs du dieu roi, et si nous n'avons pas été pourvus d'une force surnaturelle ou de pouvoir magique, nous ne nous battrons pas moins. Nous ne nous battrons pas moins. Encouragés par l'esprit de Karamadri et l'ardente certitude que demain sera un jour meilleur, nous sommes les soldats des cités de Sigmar. Armés d'acier, de poudre et de cœurs obstinés, nous défendons les bastions éparses de civilisation que nous avons creusés dans la glaise impitoyable des royaumes. Donc oui, ça c'est intéressant aussi quand même de le rappeler. Les cités de Sigmar, dans AOS, c'est vraiment des micro-îles de civilisation au milieu d'un océan de chaos. Faut pas oublier en fait que l'âge de Sigmar, c'est du post-apo. Le chaos a gagné. Déjà, le chaos avait gagné à l'ancien monde. Il y a une civilisation et ensuite le chaos a regagné. Donc c'est du post-apo. on est à ce stade. Et vraiment, il y a vraiment de toutes petites cités au milieu d'un océan, de Mad Max. Et ils font tout leur possible pour survivre, quoi. Ils sont au bout de leur vie constamment, quoi. Nous avons beau être submergés et encerclés par des nuées d'ennemis avides pour nous tuer ou pire, nous ne pleurons jamais. Nous traversons l'enfer avec un chant aux lèvres et un étendard dressé bien haut, unis par nos sacrifices communs. Au combat, nous serrons nos rangs et joignons nos boucliers, hurlant menaces et prières, jusqu'à ce que les poumons nous brûlent. Nos canons rugissent et déchirent l'ennemi dans des explosions de métal incandescent, et nous acclamons la puissance de l'arsenal sous de fer. Et quand la fumée se dissipe, seuls demeurent les fidèles de Sigmar. Il en soit toujours ainsi. Voilà un peu pour la petite intro. On a un home fair des cités de Sigmar avec un denier malus autour du cou. Ce sont justement un peu les pièces en métal fait avec le noyau de malus. Des morceaux du noyau de malus qui sont un peu bénites et qui symbolent un peu leur serment d'Éophore pour créer justement les Éophores, les croisades d'Éophore. Ce sont des initiatives pour aller créer de nouvelles cités, etc. Un peu étendre la civilisation dans les terres corrompues et sauvages. De plus, ces ogres, les gloutons, le tyran, les Leadbetchers, les gnoblars et le maniteur sont en rupture de stock en ligne, ce qui signifie que ces figues précisément sont en fait. Ah oui, c'est teasé depuis assez longtemps que potentiellement les ogres vont avoir une refonte.
une refonte. Dans l'idée, toutes les anciennes figues qui étaient de Battle auront une refonte. D'ailleurs, on va en parler un peu au fur et à mesure, mais les figurines, notamment par exemple de la collégiale des arcanes, commencent à avoir de nouvelles figues, un équivalent aux figues de Battle. Les soldats de l'Empire, ils ont plus ou moins été un peu remplacés par les Homefair, les nouveaux soldats des guildes libres des formations castellites ou castellaines. Mais en fait, ça ne les décanonise pas pour autant. En fait, tout ça, ils ne sont pas décanonisés. C'est juste qu'ils ont maintenant un style différent, en fait, tout simplement. Pareil pour les elfes, pareil pour les nains. Les nains aussi qui sont en train de partir, les dépossédés, potentiellement, ils vont avoir de nouvelles figues aussi avec les pyrotueurs. Ils vont être intégrés dans la faction, dans une nouvelle grande faction naine, en somme. C'est-à-dire que dans le lore, en fait, toutes ces micro-factions ne disparaissent pas, ne s'évaporent pas dans l'air. Elles sont toujours là, elles vont évoluer, elles vont un peu changer, mais elles n'ont pas disparu dans l'air, quoi. Ça, faut pas avoir peur de ça. Bastion de l'ordre. Depuis des générations, les cités de Sigmar se dressent tels des symboles de résistance de l'humanité, repoussant assaut après assaut. Elles offrent un précieux havre de paix et d'espoir au cœur des dangereux royaumes. C'est aux guildes franches, de fières compagnies militaires, que reviennent la tâche de défendre ces bastions. Et elles s'en acquittent avec honneur et bravoure depuis des siècles. Il y a peu encore, elles se composaient majoritairement de milices courageuses, mais mal équipées, assistées d'auxiliaires elfes et d'ordins, et de machines de guerre aussi coûteuses qu'instables. De l'Arsenal Soothfair. L'Arsenal Soothfair qui est la guilde un peu d'ingénieurs des cités de Sigmar, qui met en conjoint un peu le savoir humain et nain, justement. Et d'Ouardin. On les appelle aussi d'Ouardin. Ces armées défendaient vaillamment les cités, mais elles manquaient de robustesse quand il s'agissait de livrer campagne en territoire ennemi. De plus, alors que toujours plus de dieux oubliés revenaient dans les royaumes, et appelés à restaurer les civilisations perdues de l'âge des mythes, les alliés de l'humanité se mirent à déserter les cités en masse, freinant ainsi le recrutement des forces militaires. Donc oui, effectivement, par exemple, Grogny a commencé un peu à essayer de réunifier les nains des cités de Sigmar, et certains du coup commencent peu à peu à les quitter pour refonder leur carac, etc. Ça a toujours été dit depuis le début, que justement ils font une alliance ensemble justement pour reprendre les royaumes, mais l'idée sur le long terme était aussi que chacun reprenait ses anciennes terres perdues. C'était leur objectif. C'est aussi le cas aussi dans d'autres factions comme chez les Stormcast. Les Draconis, par exemple, eux aussi se sont alliés aux Éternels pour refonder un jour leur royaume aussi. Cela dit, les cités de Sigmar restent quand même quelque chose d'assez cosmopolite. Même si certains peuples retournent un peu dans vers leurs anciennes terres, vers certaines divinités auxquelles ils croyaient, il y a toujours des ambassades de différentes factions, il y a toujours des temples de différentes factions de l'ordre qui sont dans les cités de Sigmar, et du coup il y aura toujours un peu ce côté cosmopolite, quoi qu'il arrive. Les temps changeaient et les stratégies devaient évoluer en conséquence. Ce fut la visionnaire première maréchale Talia Vedra qui mit au point de nouvelles méthodes de combat, transformant les armées hétéroclites des guildes franches en formation serrée de hauts boucliers et d'armes à feu. Donc Talia Vedra, justement, qui est à l'origine un peu d'une réforme militaire qui venait un peu à standardiser l'équipement des guildes franches, en tout cas l'équipement de la plupart des guildes franches, parce que dans le lore, on voit qu'il y a toujours des milices, des guildes de mercenaires, des guildes franches, qui gardent quand même encore un peu leur ancien style, on va dire. Ça existe toujours. Toutes les cités n'ont pas forcément eu accès à ces nouveaux équipements, etc. Donc ça varie, mais en majorité, ça a commencé justement à remplacer visuellement la plupart des guildes franches. Ces bastions mobiles étaient capables de résister aux assauts, aussi féroces soient-ils, avant de riposter par un implacable torrent de feu. Les formations castellaines, car c'est ainsi qu'elles furent nommées, changèrent à jamais le visage de la guerre sigmarite.
Dans le sillage de cette révolution, les rangs des guildes franches se modifièrent drastiquement. Les uniformes et tactiques furent standardisés dans le domaine du dieu roi. Les machines de guerre obsolètes ou trop complexes furent remplacées par de nouveaux modèles. Les lourdes armures d'acier produites en masse se substituèrent aux motifs colorés des milices d'antan. Et les coûteuses arquebuses furent peu à peu abandonnées au profit de canons-fusils employés de concert avec d'immenses pavois. Malgré le poids et l'encombrement de ces nouveaux équipements, ils s'avèrent plus efficaces sur le champ de bataille, permettant aux hommes et aux femmes ordinaires d'en remontrer aux adversaires monstrueux qui les terrorisaient autrefois. Donc oui, c'est vrai qu'ils sont passés, au niveau de leur artillerie, c'est qu'ils sont passés à des armes un peu plus simples, mais moins coûteuses dans l'idée. Et là on a un petit artwork des cités qui est assez joli aussi. Hop. Défenseur des cités franches. Donc là on a un peu le lore des anciennes milices. Les armées des cités franches ont été remarquablement variées dans leur composition et les tactiques qu'elles emploient. Leur doctrine militaire étant le reflet de leur environnement et de leur tradition ancestrale, avant l'avènement de la formation castellaine, maintes unités et armes de guerre plus étranges les unes que les autres étaient déployées pour défendre le rêve d'empire restauré de Sigmar. Jadis considérés comme des éléments cruciaux de la stratégie des guildes franches, les fanatiques appelés flagellants étaient de fait issus des cultes Umberogen, les adorateurs de Sigmar. Ils étaient envoyés au devant de l'armée régulière pour se battre, mourir et sanctifier les terres impures de leur sang. Mais si l'on ne pouvait mettre en doute leur bravoure et leur acceptation de la souffrance, les commandants régimentaires rechignaient à employer ces guerriers imprévisibles qui interféraient avec leurs manœuvres. À mesure que la discipline prenait une place prépondérante et que les soldats des guildes franches devenaient de plus en plus spécialisés, Taliavedra décréta que les flagellants seraient désormais formés et déployés par les prêtres guerriers des cultes sigmarites, afin qu'ils n'encombrent plus les officiers hautement entraînés, davantage formés à commander les soldats de ligne que des zélotes en regard d'aimant. Ça en vrai c'est cohérent je trouve, c'est intéressant de comment c'est présenté. C'est vrai que les formations castellaines qui sont vues un peu comme des formations de châteaux mobiles, l'idée c'est d'avoir une formation défensive bien rapprochée, bien disciplinée pour économiser les vies au maximum. Les fanatiques, en fait, les flagellants, c'est l'opposé total de cette stratégie. C'est des gens complètement fous qui vont charger vers l'ennemi et qui vont complètement briser la ligne, quoi. Donc dans l'idée, c'est logique qu'ils sont mis de côté, qu'ils sont pas intégrés aux formations castellaines parce qu'ils sont pas compatibles avec en fait là. La façon dont ils se battent n'est juste pas compatible. Néanmoins, tous les officiers des cités franches n'adhéraient pas totalement aux doctrines qui dictaient leur façon de combattre et nombre d'entre eux privilégiaient par exemple des montures plus dignes de leur rang, de terribles créatures capables d'affronter d'égal à égal les horreurs tapies dans les royaumes. Le griffon était un choix populaire parmi les officiers. Cette antique race aviaire, azyrite, était réputée pour sa force et sa férocité. Survolant les combats juchés sur son loyal compagnon, un maréchal des guildes franches pouvait ainsi guetter le champ de bataille en quête du moment propice, puis de fendre les cieux tel un éclair d'acier et de cerf pour frapper. C'est très bien que Games justifie par le lore la transition look des vieilles figues de l'Empire avec de nouvelles cités. Oui, en vrai, je trouve que les formations castellaines ont très bien été amenées. Introduire une réforme militaire pour justifier un peu un changement en termes d'équipement standard des guildes franches, c'est un bon compromis. Ça maintient le tout cohérent. Alors ensuite... les merveilles des sous de fer. Donc voilà, la fameuse guilde d'ingénieurs des cités de Sigmar. Épicentre de l'ingénierie et de la manufacture de l'empire de Sigmar, l'arsenal sous de fer équipe les armées mortelles du dieu roi de nombreuses et diverses machines de guerre.
Au fil des siècles, la guilde a maintes fois modifié et adapté ses créations, abandonnant peu à peu les vieilles machines au profit de nouvelles créations toujours plus létales. Et même si certains de leurs plus célèbres appareils ne sont plus en usage, ces armes sont toujours affectueusement commémorées et admirées par ceux qui ont eu l'honneur de les voir en action. D'autant que même s'il n'y a plus trop, par exemple, des tanks à vapeur, maintenant il y a des coques fortes. Et on sait que justement que les sous de fer ont participé à la création des coques fortes. De conception aussi antique qu'efficace, le tank à vapeur était autrefois la machine de guerre de prédilection des guildes franches. Véritable coffre de fer tout en angle et en volute de fumée, le tank à vapeur fondait sur ses proies et broyait l'ennemi sous ses roues de cerclés d'acier. Un canon monté sur coque le rendait plus dévastateur encore, lui permettant de projeter de longs jets de vapeur ou cracher des volées de plomb sur les rangs adverses. Ces engins étaient parfois déployés en escadron, menés par des commandants de tanks à vapeur suffisamment lucides et chanceux pour survivre à de nombreux combats à l'intérieur de ces étouffants cercueils. Ces officiers étaient renommés pour leur témérité et leur inlassable combativité. Les tanks à vapeur eurent jadis beaucoup de succès, mais en raison de leur mécanisme complexe et de leur nature capricieuse, la nature capricieuse de leur moteur à vapeur, ils ne purent jamais être déployés en effectif suffisant pour réaliser des percées significatives. On tenta bien de les intégrer aux formations castellaines, mais la fiabilité éprouvée y était plus importante que la seule puissance de feu. Le déploiement ultérieur des mécaphores acheva de sceller le sort de ces vénérables machines, qui sont désormais cantonnées aux parades militaires et aux collections privées de riches azérites. Alors ensuite, il y a le lore sur la collégiale des arcanes. Elle, du coup, chaque figurine un peu des mages de bataille de différents vents de magie commence peu à peu à apparaître dans les cités de Sigmar. Eux, pour le coup, c'est ceux qui ont eu un équivalent assez direct et simple dans les cités, quoi. Genre le nouveau pyromancien, le nouveau mage de la mort, on avait déjà le mage du métal, on a aussi un mage de la lumière nommé. Donc petit à petit, tous les vents de magie, on aura tous les vents de magie, je pense, petit à petit, clairement. Je ne m'étonnerais pas que pour la V5, pour le prochain bataille des cités de Sigmar, ce soit un nouveau mage. Moi, ça ne m'étonnerait pas, personnellement. Donc la collégiale des arcanes, l'antique institution qui régit les affaires magiques de tout l'empire de Sigmar. Elle a toujours retenu des rapports ambivalents avec les forces du dieu roi. Les sorciers sont par nature capricieux et peu coopératifs. Rétifs aux ordres et préférant régler les choses à leur façon. Souvent avec des résultats aussi dévastateurs qu'imprévisibles. Les soldats sigmarites les trouvent généralement intimidants et craignent à juste titre les conséquences qu'un sort mal ajusté pourrait engendrer au milieu de leur rang. Et dans AOS, c'est d'autant plus vrai à cause des sorts persistants, à cause des manifestations, etc. Genre, sur un malentendu, un sort peut avoir des conséquences vraiment cataclysmiques, quoi. Il peut créer un sort qui va pendant des années et des années terroriser la région parce qu'il y a un pyromancien qui a un peu serré sur le petit doigt sans faire exprès quand il a lancé un sort, et depuis il y a un crâne du feu qui se balade dans les plaines, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Une image pour 8 domaines, on en a 4 actuellement. Et avec Erasmus, le métal, le feu, la mort pour les 3 derniers. Et exactement. Dans certains Warhammer Quest, on a aussi on a un autre mage de la mort, on a un mage de la vie aussi. Mais c'est un peu non officiel, quoi, on va dire cela. Est-ce que le Luminarque de Ish est une fille AOS ou elle remonte à Battle? Elle remonte à Battle. Et d'après certaines rumeurs, les rumeurs sont des rumeurs bien sûr, on va peut-être avoir un jour un méca fort, un coq forte pour les mages.
Donc peut-être que le Luminarch et l'Hurricanum vont être remplacés par une version coque-forte de, de machines arcaniques qui seront opérées par des mages. Ce qui serait intéressant si c'est le cas. Ce serait très intéressant. Donc ensuite, les mages de bataille incarnent parfaitement le terrible potentiel des mortels, doués de magie. Certains, comme ceux du collège flamboyant, se spécialisent dans l'étalage pyrotechnique de leur puissance arcanique, tandis que d'autres, comme les nébuleux sorciers du collège gris, préfèrent employer l'illusion et la tromperie pour priver leurs adversaires de leurs moyens. Chaque collège considère son propre art comme supérieur aux autres, et les saines rivalités dégénèrent parfois en conflits ouverts. Non, c'est ma magie. Non, c'est mon domaine de magie le meilleur. Ça se trouve, il y a des batailles de... il y a des batailles de... organisées. C'était comme ça que, du coup, d'ailleurs, le patriarche des collèges de magie dans l'Ancien Monde, il était un peu choisi justement au cours d'un combat entre les différents chefs des différents collèges de magie, on va dire. Mais la tradition est peut-être gardée ici. Même si il me semble pas qu'il y a un patriarche suprême dans la collégiale des arcanes d'AOS en tout cas. Alors, autrefois, les groupes de mages de toute obédience étaient monnaie courante parmi les armées des guildes franches, mais ces dernières années, la collégiale a retiré la plupart de ses membres des lignes de front pour les réaffecter à la lutte contre les horreurs arcaniques de l'heure du déclin et au soutien de l'organisation. Oui, c'est vrai que parce que beaucoup de lieux de pouvoir ont été corrompus ou détruits par les Scavan et leurs alliés. Donc quelque part, c'est cohérent que la collégiale des arcanes ait dépêché leurs mages pour soigner et purifier un peu les lieux de pouvoir et les lignes de force, quelque part. Les représentants des diverses disciplines magiques se battent encore aux côtés des armées mortelles de Sigmar, mais ils le font avec des effectifs bien moindres et plus éparses qu'auparavant. Là, il y a un petit passage d'un mage. Les secrets de la réalité sont contenus dans les fragments arcaniques qui dérivent à travers les royaumes. Il est bien commode que certains soient capables de les manipuler pour en faire des traits de foudre ou des boules de feu. Giluf, mage de bataille du collège flamboyant. Les sorciers d'ambre, venus du royaume sauvage de Gur, sont des experts en métaphores bestiales. Et les services qu'ils ont offerts aux guildes franches sont abondamment consignés dans les archives. Ils se rendent souvent au combat juchés sur de puissants griffons guriens bicéphales, d'immenses prédateurs capables de trancher un cheval en deux d'un seul coup de leurs terribles membres antérieurs. Mais ceux qui ont livré bataille aux côtés de la collégiale au premier jour de l'Empire se souviennent le plus clairement, non sans frisson de terreur. Ce sont leurs cohortes de machines de guerre ésotériques. Ces appareils étaient aussi imprévisibles que dangereux, mais dotés d'un immense potentiel de destruction. Souvent contrôlés par des mages de bataille de haut rang, les terrifiantes Héliobolis de Ish étaient conçus pour renforcer les rituels de bannissement du Collège Blanc. Concentrant les rayons d'énergie à travers une série de lentilles en éther quartz, en les libérant en un trait de pure radiance capable de percer les murs d'une cité ou d'incinérer des rangs entiers de fantassins. Mais malgré leur capacité de destruction massive, ces appareils étaient incroyablement délicats à entretenir. Et si le Collège Blanc en possède encore quelques exemplaires, ceux-ci sont désormais plus souvent utilisés pour des expériences occultes que sur le champ de bataille. Les Hurricanums célestes étaient pour leur part opérés le plus souvent par des mages célestes d'Azir. Chacun d'eux consistait en une sphère armillaire dressée au sommet d'un splendide autel et permettant de canaliser les énergies célestes dans le but d'invoquer des éclairs de foudre sur les rangs ennemis. En dernier recours, les Hurricanums pouvaient être surchargés par leurs opérateurs afin de déchaîner des tempêtes éthériques et emporter leurs cibles telles des poupées de chiffon. Ça, je trouve c'est un peu moins logique. Là où pour le
pour le tank à vapeur, ça paraît cohérent. Là, je suis un peu en mode... Elles étaient instables, du coup, ils les utilisent moins. La magie, ça a toujours été instable, c'est pas nouveau. Si c'est utile, pourquoi elles le mettent de côté? Ça, je trouve c'est un peu mal... C'est mal pensé, ça. Je trouve c'est mal pensé. Ils auraient pu juste dire qu'ils en ont un peu sur le côté, mais comme il y a moins de mages pour être avec les soldats des cités de Sigmar, on en voit moins sur le champ de bataille. Ils auraient pu le dire comme ça, quoi. Mais là, c'est un peu en mode, ouais, c'est instable, du coup, on les utilise moins. C'est bête. Non, je trouve ça, c'est un peu bête, ça, par contre. Mais de toute façon, ça m'étonnerait pas que dans les prochaines années, ils aient de toute façon un équivalent et de nouveau des machines arcaniques qui seront opérées par des mages de bataille. Donc ça, je pense, c'est temporaire. Ça, c'est un peu... Ouais, ça paraissait cohérent pour ça. Ça l'est moins pour ça, je trouve. Ça paraissait cohérent justement pour les tanks à vapeur parce que maintenant, il y a un remplacement plus efficace. Il y a les méca forts, il y a les coques fortes. Là, c'est juste, bon... C'est mal amené. Je trouve que ça aurait pu être un peu mieux amené ici. Personnellement. Je serais pas étonné qu'à chaque nouvelle édition, on ait une grappe pour le coq forte au même titre que les chevaliers impériaux. Possible. En vrai, si les coques fortes marchent bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Il n'y a pas de raison.